La rivalité économique entre les États-Unis et la Chine est devenue le fil rouge des relations internationales. Derrière les sanctions, les tarifs douaniers et les discours musclés se cache une réalité plus complexe, une interdépendance profonde qui fragilise autant qu'elle protège. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Pékin a résisté aux pressions américaines, pourquoi l'Inde s'est retrouvée dans la ligne de mire, comment l'agriculture et l'industrie américaine paient déjà le prix fort, et pourquoi le Japon, fidèle allié, vacille aujourd'hui. Alors, qui sortira vraiment gagnant de cette guerre commerciale mondiale ? Mais avant de plonger dans le sujet, abonne-toi et active la cloche. Chaque abonné compte et permet à cette chaîne de continuer à exister. Commençons par observer ce qui se joue à Tokyo. Ce pays souvent perçu comme un allié indéfectible de Washington et qui pourtant vacille au cœur de cette confrontation. Le Japon a longtemps été présenté comme l'allié le plus stable et le plus fidèle de Washington en Asie. Mais dans la tourmente actuelle, Tokyo découvre que la loyauté diplomatique n'immunise pas contre les coups portés par une guerre commerciale. Et si l'on pensait que la confrontation visait uniquement Pékin et Moscou, la réalité montre qu'elle emporte sur son passage un partenaire historique des États-Unis. Prenons un instant pour observer les chiffres récents. En juillet 2025, les exportations japonaises ont reculé de 2,6% sur un an. Vers les États-Unis, ce recul a été encore plus sévère, une chute de plus de 10%. Derrière ces données, il y a une explication simple mais implacable. Les tarifs américains, censés redonner de la vigueur aux usines du Midwest, frappent de plein fouet l'industrie automobile nippone. Toyota, Honda, Nissan, qui écoulent chaque année des millions de véhicules sur le marché américain, se retrouvent acculés. Avant 2025, les droits de douane sur les voitures japonaises s'élevaient à 2,5%. Aujourd'hui, ils avoisinent les 15%. C'est une multiplication par 6 d'un seul coup, et si l'on devait comparer, cela revient à transformer une taxe symbolique en barrière presque infranchissable. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de chiffres abstraits. Derrière chaque pourcentage, il y a des usines, des ouvriers, des chaînes logistiques entières. Le dilemme pour les constructeurs est cruel. Augmenter leur prix aux États-Unis et perdre des parts de marché face aux marques locales, ou absorber eux-mêmes la hausse et voir leur marge fondre. Dans les deux cas, la douleur est inévitable. Il faut savoir que le secteur automobile n'est pas une industrie parmi d'autres au Japon. C'est l'épine dorsale de l'économie, représentant près de 15% des exportations totales du pays et employant directement ou indirectement des millions de travailleurs. Quand l'automobile cale, c'est toute la machine économique qui ralentit. Et c'est exactement ce que les chiffres récents révèlent. En juillet 2025, le Japon a basculé en déficit commercial, environ 117,5 milliards de yens, soit près de 800 millions de dollars. Pour un pays habitué à enregistrer des excédents, c'est un signal inquiétant. Ajoutons à cela une inflation sous-jacente qui tourne autour de 3,1%, avec des denrées alimentaires en hausse de plus de 8%. Les ménages le ressentent directement à la caisse, chaque semaine, en remplissant leur panier. Et comme si cela ne suffisait pas, la Banque du Japon se retrouve prise dans un piège redoutable. Si elle relève ses taux pour calmer l'inflation, elle risque d'écraser une économie déjà fragilisée par les tarifs américains. Si elle temporise, c'est le pouvoir d'achat qui s'érode inexorablement. Voilà le genre de dilemme qu'aucune banque centrale n'aime affronter. Mais revenons maintenant à la dimension stratégique. Le Japon n'est pas seulement un partenaire économique, c'est aussi le pilier de la présence américaine en Asie de l'Est. Washington compte sur Tokyo pour maintenir un équilibre face à Pékin. Pourtant, la guerre commerciale actuelle place le Japon dans une position paradoxale. Affaibli économiquement par son allié, tout en étant appelé à rester fidèle sur le plan géopolitique. Ce rapprochement forcé avec les États-Unis a un coût. Les entreprises japonaises, déjà confrontées à une démographie en déclin et à une dette publique record, doivent maintenant absorber le choc des barrières commerciales. Et si Tokyo trébuche, l'onde de choc ne s'arrêtera pas à la baie de Yokohama. Elle remontera les chaînes d'approvisionnement mondiales, touchera l'électronique, l'automobile, la finance et finira par secouer aussi l'économie américaine. On peut noter que cette situation illustre un paradoxe cruel. Les tarifs étaient censés fortifier l'Amérique et affaiblir la Chine.
Dans les faits, il comprime surtout un allié historique, déjà fragilisé par ses propres défis internes. Ce n'était pas qu'un effet collatéral, c'est devenu un problème structurel. Et si vous croyez encore que la guerre commerciale ne concerne que les ennemis officiels de Washington, le Japon prouve le contraire. Car même le plus fidèle des alliés peut se retrouver étranglé par une stratégie économique menée au nom de la puissance américaine. Mais maintenant qu'on a vu comment Tokyo subit cette tempête, regardons de plus près ce qui se passe au cœur même des États-Unis, là où les fermiers, les usines et la Silicon Valley découvrent leur propre fragilité. Quand Washington a décidé de frapper Pékin avec une vague de sanctions et de tarifs, le calcul paraissait imparable. Affaiblir les exportations chinoises, rendre plus compétitives les usines du Midwest et réaffirmer le rôle de l'Amérique comme centre de gravité économique mondiale. Mais la réalité a vite rattrapé la théorie, car il est donc clair que les États-Unis ne sont pas des spectateurs neutres de leur propre stratégie. Ils en sont aussi des victimes. Et c'est au cœur du pays, dans les champs du Midwest et les chaînes de production technologique, que l'addition est la plus lourde. Prenons un exemple concret, le soja. Ce produit n'est pas anecdotique, il symbolise à lui seul l'interdépendance entre Washington et Pékin. Lors des vagues tarifaires précédentes, chaque fois que la Chine a réduit ses achats, les silos de l'Iowa et de l'Illinois ont débordé. Des exploitations familiales, parfois vieilles de plusieurs générations, se sont retrouvées au bord de la faillite. En 2023, la Chine représentait encore environ 54% des exportations américaines de soja, pour une valeur de plus de 12 milliards de dollars. Aucune autre destination ne peut absorber de tels volumes. Fermer cette porte, c'est condamner à court terme une partie des exploitations à vendre à perte. Certes, l'État fédéral peut débloquer des aides massives, comme cela a déjà été fait. Plusieurs dizaines de milliards ont été distribués pour éviter une hécatombe, mais ces subventions ne font qu'acheter du temps. Elles ne remplacent pas un client aussi colossal que Pékin. Et il ne faut pas oublier que l'agriculture n'est pas la seule victime. Les grandes entreprises américaines sont prises au piège d'une dépendance bien plus profonde. Leurs chaînes de production sont imbriquées avec celles de la Chine. Smartphones, puces, textiles, équipements médicaux, une part immense de l'économie repose sur ces flux. Et quand Washington menace Pékin, ce sont ses propres géants qui tremblent. Prenons Apple comme symbole. L'entreprise a investi des milliards pour délocaliser une partie de sa production en Inde, croyant trouver une échappatoire. Mais le fait que New Delhi soit désormais ciblé par des mesures américaines montre que même ce plan B n'offre aucune garantie. Chaque réorientation industrielle coûte des années, parfois des décennies. Les chaînes logistiques ne se reconstruisent pas du jour au lendemain. De plus, comme on le voit, l'hésitation de la Maison-Blanche à mettre en œuvre ces menaces révèle la profondeur du dilemme. Les tarifs annoncés sont sans cesse repoussés, 90 jours, puis 120, puis encore 90. Si Washington était sûr de sa force, il aurait tranché. Mais l'attente interminable montre que le coût politique et économique d'une décision trop brutale serait insoutenable. Revenons maintenant sur un point central, les terres rares. Ces minerais, raffinés en grande majorité par la Chine, sont indispensables à des secteurs entiers de l'économie américaine, des smartphones aux véhicules électriques jusqu'aux équipements militaires les plus avancés. Sans eux, les chaînes d'assemblage s'arrêtent en quelques semaines. Lors de précédentes négociations, il se murmure que la Maison-Blanche aurait discrètement demandé à Pékin des garanties sur la continuité des livraisons de terres rares. Ce détail, presque anecdotique en apparence, dit tout de la vulnérabilité américaine. Et si vous croyez que ces tensions ne touchent que les grandes entreprises, regardez du côté des foyers. Quand les tarifs augmentent, les prix à la consommation suivent. Une machine à laver, un ordinateur, un paquet de pâtes importées, tout finit par coûter plus cher. L'inflation importée alimente le mécontentement, fragilise la confiance dans le gouvernement et nourrit une polarisation déjà explosive. Ainsi, ce n'était pas qu'un pari économique. C'est devenu un test politique pour l'administration Trump. Comment justifier une stratégie qui, officiellement, devait punir la Chine et la Russie, mais qui, dans les faits, impose une facture salée aux fermiers du Nebraska, aux ouvriers des usines du Michigan et aux ménages de Californie ou de Floride? Prenons un instant pour se souvenir d'un épisode marquant.
Lors d'une précédente vague de sanctions, des producteurs de soja du Midwest avaient affiché des pancartes ironiques dans leurs champs. « Merci Washington pour ce marché perdu ». Une image frappante qui illustre le gouffre entre les discours de puissance et la réalité vécue sur le terrain. D'ailleurs, en observant les grands groupes technologiques, on constate le même paradoxe. Les géants du numérique, censés incarner la force américaine, dépendent en réalité de composants chinois. Les semi-conducteurs, par exemple, représentent un champ de bataille stratégique. Washington investit des milliards pour relocaliser la production, mais la Chine conserve une mainmise sur l'approvisionnement en matériaux critiques. Le réel changement pour les États-Unis n'est pas survenu en imposant des tarifs. Il est apparu lorsqu'ils ont réalisé que leur vulnérabilité était bien plus profonde qu'ils ne l'avaient admis. Les fermes, les usines, la Silicon Valley, toutes ces forces supposées sont liées, directement ou indirectement, à Pékin. En fait, c'est peut-être là la leçon la plus dure pour Washington. On peut imposer des sanctions, menacer, repousser des échéances, mais on ne peut pas réécrire en quelques mois des décennies d'interdépendance. Et cela montre que la guerre commerciale n'est pas seulement une question de tarifs ou de diplomatie, c'est une remise en cause brutale du modèle économique américain lui-même. Mais le fait que l'Amérique se débatte avec ses propres fragilités ne signifie pas qu'elle renonce. Simplement, elle déplace le curseur. Et quand elle ne peut pas se permettre une confrontation frontale avec Pékin, c'est New Delhi qui se retrouve dans la ligne de mire. L'Inde, longtemps perçue comme un pilier de stabilité et un partenaire de confiance pour Washington, se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. Alors qu'elle a ouvert son marché aux capitaux américains, qu'elle a accueilli des investissements massifs dans ses infrastructures et qu'elle s'est imposée comme une base industrielle alternative pour les grandes multinationales, New Delhi découvre qu'aucune loyauté n'immunise contre la logique froide de la guerre commerciale. Il faut savoir que depuis plus d'une décennie, l'Inde est devenue l'un des terrains privilégiés de la diversification américaine. Apple, symbole de la mondialisation technologique, y a transféré une partie de sa production d'iPhone. L'idée était simple, réduire la dépendance à la Chine, sécuriser des chaînes d'approvisionnement et bénéficier de la main-d'œuvre indienne, abondante et qualifiée. Aux yeux des stratèges de Cupertino, l'Inde devait être le pari sûr. Mais le fait que les mêmes instruments juridiques et économiques utilisés contre Moscou et Pékin s'appliquent aujourd'hui à New Delhi montre à quel point les lignes ont bougé. Ce n'est pas que l'Inde soit devenue une menace soudaine, c'est plutôt que l'affrontement direct avec la Chine coûte trop cher. Alors, Washington choisit une cible plus accessible, l'Inde. Prenons un instant pour observer les mots employés par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain. Lorsqu'il évoque la Chine, il arrondit les angles, insiste sur la nécessité du dialogue, évite les formulations trop brutales. Mais lorsqu'il parle de l'Inde, son vocabulaire se durcit. Il dénonce des profiteurs, accuse un opportunisme excessif. La différence de ton est frappante, et elle révèle une hiérarchie implicite. Pékin est trop puissant pour être confronté frontalement, mais New Delhi reste assez vulnérable pour être contrainte. De plus, comme on le voit, l'Inde n'est pas restée passive. Les grandes familles industrielles du pays auraient, selon certaines estimations, engrangé plus de 16 milliards de dollars de surprofit en profitant des hausses de prix liées à la guerre commerciale. Pour Washington, ce chiffre est devenu un argument politique. L'Inde ne serait pas seulement un partenaire, mais aussi un acteur qui profite des turbulences mondiales. Mais attention, ce raisonnement masque une réalité plus complexe. Car si certaines élites indiennes ont bénéficié de cette période, l'économie dans son ensemble reste extrêmement dépendante de ses relations avec l'Occident. L'Inde importe toujours massivement des hydrocarbures, elle reste fragile sur le plan des infrastructures logistiques et ses exportations vers les États-Unis représentent une source de devises vitale. Ainsi, la pression américaine trouve rapidement ses limites. Elle fragilise New Delhi, mais menace aussi de ralentir l'essor d'un pays que Washington dit vouloir renforcer face à la Chine. Prenons l'exemple d'Apple. En choisissant l'Inde comme base de production, la firme américaine a créé des dizaines de milliers d'emplois locaux et mis en place un écosystème industriel inédit dans le pays.
Mais que se passera-t-il si Washington impose des barrières trop sévères sur certains composants ou produits indiens ? Ce n'est pas seulement New Delhi qui en souffrirait, mais aussi Apple lui-même, ainsi que des millions de consommateurs américains habitués à un renouvellement constant de leurs appareils. En fait, cette contradiction révèle la nature profonde de la stratégie américaine. Une guerre commerciale qui se veut ciblée, mais qui se transforme peu à peu en un tourbillon où aucun partenaire n'est réellement épargné. L'Inde, alliée de longue date, se retrouve ainsi entraînée malgré elle dans une bataille qui, à l'origine, ne la visait pas directement. Ne voulant pas connaître le même sort que d'autres pays pris dans les filets de sanctions américaines, New Delhi tente de jouer sa carte diplomatique. Le gouvernement indien insiste sur son rôle de partenaire stratégique, met en avant sa coopération militaire croissante avec Washington et rappelle que dans la rivalité avec la Chine, l'Inde est un maillon indispensable. Mais face à des considérations économiques de court terme, ces arguments pèsent parfois moins que des chiffres immédiats sur les balances commerciales. Il faut aussi se souvenir que l'Inde n'est pas une puissance figée. Sa population, aujourd'hui la plus nombreuse du monde, lui confère un potentiel économique gigantesque. Sa classe moyenne émergente représente un marché de consommation colossal que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de négliger. Ainsi, chaque décision de Washington comporte un risque. Punir trop fort et risquer de pousser l'Inde dans les bras d'autres partenaires, notamment la Russie ou la Chine, qui n'attendent qu'une occasion pour resserrer leurs liens avec New Delhi. En fait, l'Inde illustre parfaitement l'ambivalence de la guerre commerciale actuelle. Elle est à la fois victime et opportuniste, cible et partenaire, contrainte et indispensable. Cette dualité reflète une vérité plus large. Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, aucun pays ne peut être réduit à un simple rôle de spectateur ou de pion. Ainsi, l'Inde nous rappelle que derrière les slogans, il existe toujours une réalité plus nuancée. Et si Washington croit pouvoir utiliser New Delhi comme variable d'ajustement, il devra aussi accepter que l'Inde, forte de son poids démographique et de son rôle géopolitique, n'accepte pas éternellement d'être reléguée au second plan. Mais si New Delhi incarne la variable d'ajustement, c'est bien Pékin qui reste au cœur de la tempête. Car malgré toutes les pressions, la Chine a non seulement résisté, mais elle a transformé la contrainte en opportunité. La Chine est au centre de cette guerre commerciale, qu'on le veuille ou non. Dès le départ, c'était elle la véritable cible, bien plus que la Russie. Washington l'avait identifié comme le rival à long terme, le seul capable de remettre en cause sa suprématie économique et technologique. Officiellement, les sanctions visaient Moscou, mais dans les faits, c'est Pékin qui a été placé sous pression dès le premier jour. Mais attention, la stratégie américaine, fondée sur l'idée de couper la Chine de l'énergie russe bon marché, a rapidement rencontré ses limites, car Pékin n'a pas plié. Au contraire, il a multiplié ses canaux d'approvisionnement, signé de nouveaux accords avec Moscou et diversifié ses partenaires. En 2019, la Russie représentait environ 15% du pétrole importé par la Chine. En 2024, cette part est montée au-delà de 20%, avant de se stabiliser autour de 17 à 18% en 2025. Ce glissement peut sembler technique, mais il raconte une réalité simple. Loin d'être isolée, la Chine a consolidé son partenariat énergétique avec Moscou. Et ce n'est pas seulement une question de volume, une part grandissante de ces échanges s'est réglée en yuan plutôt qu'en dollars. Chaque transaction de ce type érode un peu plus l'hégémonie du billet vert et renforce la crédibilité internationale de la monnaie chinoise. Cela montre à quel point la confrontation économique est aussi une bataille monétaire. Mais le réel changement pour Pékin se situe ailleurs, dans sa capacité à tisser une toile d'alliance énergétique à long terme. L'Iran, l'Arabie saoudite et même certains partenaires africains sont venus s'ajouter à ce réseau. Grâce à cela, à l'heure actuelle, Pékin n'a pas seulement sécurisé son énergie, elle a construit une sorte d'assurance multiforme contre toute tentative d'étranglement. Il ne faut pas oublier non plus la carte maîtresse des terres rares. Plus de 70% du raffinage mondial est effectué en Chine. Ces minerais sont indispensables aux smartphones, aux batteries des véhicules électriques, aux panneaux solaires, mais aussi à l'industrie de défense américaine. Sans eux, l'assemblage s'arrêterait en quelques semaines.
Lors de précédentes tensions, Washington aurait discrètement demandé à Pékin des garanties pour éviter toute rupture. Preuve que, malgré le ton martial, la dépendance est bien réelle. On peut noter que les sanctions ont même eu un effet paradoxal. Elles ont poussé les industriels chinois à accélérer leur montée en gamme. Dans les véhicules électriques, dans l'électronique, dans les télécommunications, Pékin a gagné des parts de marché au lieu d'en perdre. Ce n'était pas qu'une résistance, c'était une transformation. D'ailleurs, en observant la temporalité, on perçoit le contraste entre les deux puissances. Washington résonne en cycles électoraux courts, chaque administration voulant afficher des résultats rapides. La Chine, elle, planifie sur plusieurs décennies. Ce décalage temporel rend la confrontation asymétrique. L'une veut des victoires immédiates, l'autre construit patiemment un rapport de force durable. En fait, ce que cette guerre commerciale révèle, c'est que Pékin ne se contente pas de survivre à la pression. Elle utilise la contrainte pour redessiner son rôle mondial. Et pour Washington, c'est une prise de conscience douloureuse. Car chaque tentative d'affaiblir la Chine semble accélérer un processus inverse, le déplacement progressif du centre de gravité économique vers l'Est. Ainsi, la Chine apparaît moins comme une cible vulnérable que comme un acteur capable de transformer une crise en levier stratégique. Une leçon qui résonne bien au-delà de la guerre commerciale actuelle et qui annonce peut-être un nouvel équilibre mondial. En définitive, cette guerre commerciale illustre un paradoxe. La Chine résiste, l'Inde encaisse, le Japon vacille et l'Amérique elle-même paie une partie de l'addition. Les sanctions censées fragiliser Pékin ont accéléré son autonomie énergétique et financière. En retour, Washington a déplacé sa pression vers New Delhi, révélant un rapport de force asymétrique. Mais ce choix a fragilisé ses propres agriculteurs, ses champions industriels et ses alliés les plus fidèles. La question n'est donc plus seulement qui gagne, mais plutôt qui supporte le plus lourd fardeau. Voilà le panorama d'une guerre commerciale qui redessine les équilibres mondiaux. La Chine consolide ses alliances, l'Inde devient une variable d'ajustement, le Japon souffre et l'Amérique doute. Mais l'histoire n'est pas écrite. Les prochains mois diront si ce bras de fer débouche sur un nouvel ordre multipolaire ou sur un engrenage incontrôlable. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui paye vraiment le prix de cette confrontation mondiale? Donnez votre avis en commentaire et si ce contenu vous a éclairé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque geste compte énormément et nous motive à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo.